Est-ce qu'il y a d'autres confrères consultants dans la salle aussi? Ok. Ah ah. Ouais, venez pas nous piquer notre méthodo, hein. Je déconne. Si j'avais peur de ça, on serait pas en train de, on serait pas là à partager ce truc. On se lance dans 5 minutes, donc on laisse les personnes arriver. Est-ce que vous avez des pré-questions? Souvent, on fait les questions-réponses à la fin, mais pour meubler un petit peu, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions avant qu'on se lance, qu'on se présente, etc. Allez-y, on en profite, on brise un peu le protocole, mais c'est pas grave, on a un peu de temps. Donc, ouais, il y a des questions là. Il y a qu'à Faucon. Ouais. Alors, moi, sur la méthode, on va être assez concret, parce qu'on va vous expliquer un peu comment on a fait vraiment. Et on est sur une ligne de crête. C'est toute une discussion avec Pauline. On est sur une vraie ligne de crête, parce qu'en fait, c'était le fruit d'un séminaire comité de direction. Et donc, ce qu'on y a trouvé ne doit pas être révélé, entre guillemets. Donc, on a pris d'autres exemples pour illustrer concrètement ce à quoi on pourrait aboutir, avec des exemples complètement autres, mais qui sont des cas concrets pour le coup, mais qui ne sont pas liés à diptyque. Voilà, mais toute la réflexion, et puis Pauline pourra vous partager son ressenti à elle et le ressenti du comité de direction de diptyque. Ok, mais oui, on va essayer d'être le plus concret. Tu avais une question aussi? Ouais. Ah. Bah, en fait, ça fait. Non, mais oui, non, mais il ne faut pas que tu perdes ton temps si jamais si c'est pas ton sujet. Mais non, on va parler de pivot de modèle d'affaires, on va questionner ça et comment cette méthodologie elle peut l'adresser. Après, je ne vais pas faire tout un. Enfin, on ne fait pas 3 quarts d'heure sur la circularité ou sur ce genre de choses ou sur d'autres modèles d'affaires. Après, l'idée là, c'est donc sentez-vous libre de partir. Je ne serai pas vexé, hein. Ça fera un peu bizarre si l'entièreté de la salle s'en va. Mais en vrai, on va parler de nous, comment est-ce qu'on a animé un séminaire comité de direction et comment en fait on s'en est servi pour questionner le modèle d'affaires, l'amont, l'aval, et comment nous on a fait pour questionner ça. Et donc ça peut amener sur des pivots que je vais illustrer. Par exemple, alors, Michelin, en l'occurrence, je prends un exemple avec BYD, qui est les voitures chinoises, et juste pour illustrer un peu comment eux l'utilisent et comment ils ont projeté. Voilà. Mais après, on ne va pas dire, tiens, et à la toute fin, un moment, on dit effectivement, dans les champs possibles d'application de ce type de séminaire, que ce soit avec un comité de direction ou avec une cellule innovation, il y a évidemment des sujets d'innovation, de comment on pourrait utiliser, c'est un outil de prospective, et comment on utilise la prospective pour innover. Voilà. Mais ouf, 41. D'autres questions, d'autres pré-questions pour valider que vous avez envie de rester? Non, c'est bon? 43, encore 2 minutes. Bon, on se lance sinon. Ah non, il y a encore des gens qui arrivent. On va attendre. D'autres pré-questions? Non, toujours pas. Je vous disais non parce que souvent à la fin, on n'a jamais le temps de faire les questions-réponses. Donc là, on fait des pré-questions. Qu'est-ce que je peux vous raconter? C'était mon anniversaire hier. Est-ce que tout le monde peut chanter Joyeux anniversaire, s'il vous plaît? Ça me ferait très très plaisir, ça me toucherait énormément. Bon, sans déconner, c'était vraiment mon anniversaire hier.
42 ans. Non, c'est pas vrai. Mais bon, vous l'aurez compris, un trait de ma personnalité et de mon caractère pour animer des comités de direction, c'est que je fais des blagounettes. Mais ça marche même avec des comités de direction qui ne sourient pas toujours. Ah non. En fait, je regarde pas forcément. J'ai le spot là, donc je regarde par là, et je vous visais pas. Et je connais pas le comité de direction de Michelin, donc je sais pas. Et pour ceux qui connaissent bien la méthodologie DISC, vous savez, avec les 4 couleurs, bon, voilà, même des comités de direction très rouges ou très bleus, on arrive à les dérider. De toute façon, il n'y a jamais une seule couleur dans un comité de direction. Bon, allez, les 45, on se lance. Merci aux derniers arrivants de prendre place. On va se lancer. Donc aujourd'hui, on va parler de 2050. C'est déjà demain. Et comment est-ce qu'on peut bâtir une stratégie d'adaptation de son business model? Et on est je suis accompagné de Pauline, ici présente, Pauline de Rodelec, qui représente la maison Diptyque. Juste avant de te lancer la patate chaude, moi pour me présenter, donc moi je suis Mine, je suis directeur associé du cabinet Hatch. Ça fait 7 ans que je fais ce nouveau métier qui n'est plus si nouveau pour moi maintenant, ça fait 7 ans déjà. Avant ça, j'ai passé 20 ans en grande consommation, plutôt en tant qu'opérationnel, et j'ai passé notamment 15 ans dans un grand groupe de cosmétiques mondial français, leader, qui commence par un L apostrophe et qui termine par un L. Voilà. Et puis au bout de 15 ans un bon et loyaux service, j'ai fait donc de direction marketing et j'étais DG de business unit à l'étranger en France. Et j'étais membre du Comex France de la division pharmacie du groupe L'Oréal. Je vous dis ça juste, c'est les 30 secondes pub, c'est pour vous dire que voilà, un trait de caractère de notre cabinet de conseil, c'est qu'on est très pragmatique et business. Pour le coup, on l'est vraiment dans le sens où moi je suis un ancien DG opérationnel, donc c'est quelque chose qu'on communique bien avec on communique bien avec nos pairs. Donc je te relance la patate chaude, en fait je te la lance tout court. Pauline, qui es-tu? Peux-tu te présenter et peux-tu présenter ta maison, s'il te plaît? Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour essayer de vous partager un maximum de choses pendant cette conférence. Avant ça, peut-être juste pour me présenter rapidement, ça fait 3 ans et demi que j'ai la chance de piloter le département RSE que j'ai contribué à cofonder chez Diptyque avec un rattachement direct à la CIO. Et avant ça, j'ai travaillé pendant 12 ans dans le marketing développement de grands groupes de luxe et de beauté, avant d'opérer un virage vers des enjeux de durabilité pour lesquels je suis engagée depuis 7 ans, comme toi, Mine. Voilà. On a vu la lumière ensemble. Exactement. Canon. Donc l'idée, c'est de parler d'adaptation et un peu de se projeter dans le futur. Donc Ah bah oui, c'est sûr, j'ai zappé. Alors on s'est fait toute une trame, on a travaillé le truc à fond, évidemment. Moi, je zappe complètement notre trame. Et donc, pardon, petit flashback. Donc, Diptyque, c'est quoi en fait? Alors, juste en quelques mots, nous sommes une maison de luxe avec une offre assez unique de parfums, de soins parfumés, mais aussi de parfums d'intérieur pour la maison, d'objets de décoration. Vous nous trouverez dans des boutiques en propre. On en a quelques-unes à Paris, mais aussi dans des grands magasins, dans des corners. On est présent partout dans le monde. Et en France, on est particulièrement connu pour cette bougie parfumée que vous voyez à l'écran, qui a été inventée il y a plus de 60 ans par les fondateurs de la marque. Merci. Donc, après notre pub à nous, c'était leur pub. Mais donc voilà, une super maison. Vous verrez que, voilà, toutefois, on voulait vraiment. Pauline a fait un super rapport d'impact qui est disponible en ligne. Le nouveau rapport d'impact sera disponible à la fin de ce mois. Donc plein d'actions. Et alors souvent on taxe certaines entreprises de greenwashing, de machin washing, etc. Je peux vous dire que bon, c'est pas parce qu'elle est là, hein, mais boulot canon quoi. Donc l'idée c'est de se projeter. Et c'est ce qu'on a pu faire avec le comité de direction de la maison Diptyque. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de se projeter? Tout simplement parce que se projeter, c'est anticiper l'avenir. Alors vous allez me dire, non, mais qui aurait pu imaginer tout ça? Donc si on regarde dans le rétroviseur, effectivement, qui aurait pu imaginer
le Covid, l'avènement du télétravail, même s'il y a un petit mouvement de balancier en ce moment, mais en tout cas, qui aurait pu imaginer une révolution des modes de fonctionnement dans les entreprises, qui aurait pu imaginer la guerre aux portes de l'Europe et les guerres au global, qui aurait pu imaginer le retour très fort de l'inflation, l'avènement de l'IA, le retour des guerres commerciales, etc. Donc si vous regardez juste sur les 10 dernières années, même moins que ça, il s'est passé tout ça. Donc qu'est-ce que le futur nous réserve? C'est une excellente question. Personne n'a de boule de cristal. Je pense que chaque année, chaque jour, surtout en France en ce moment, a son lot de surprises. Mais comment est-ce qu'on se prépare? Comment on anticipe tout ça? Comment est-ce que moi, comité de direction, je dois à la fois regarder le court terme, mon PNL, le bas de ligne, et en même temps faire des choix de temps en temps qui sont engageants et qui se projettent à 5-10 ans, et parce que demain peut se préparer aujourd'hui. Okay. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire à travers l'exercice qu'on a eu avec vous. Et vous me direz, mais alors, donc nous, le titre de la conférence, c'est 2050. Alors pourquoi ce projet en 2050 alors qu'on ne sait même pas ce qui va se passer l'année prochaine? On n'a pas fait notre budget, on n'a pas fait notre plan à 3 ans. Alors vraiment, 2050, on est très très loin. En fait, ça, c'est un parti pris qu'on a, qui est exprès, c'est qu'aujourd'hui, vous interrogez n'importe quelle entreprise, vous prenez n'importe quel comité de direction, n'importe quelle équipe opérationnelle, ils ont la tête dans le guidon parce que ça se coûte de toutes parts. Donc l'objectif, c'est de se dire, non, on va vous offrir une espèce de sas de décompression pour prendre un peu de hauteur et à un moment, regarder ce qui est important, regarder ce qui est intéressant, enfin, et se projeter. Peut-être que certaines choses que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir, ou que vous ne pouvez pas voir, en fait, vous avez tout d'un coup, respiration, les aborder, se dire, ah zut, évidemment, on va essayer de sauver l'année, sauver le budget, sauver le PNL, mais il y a quand même 2-3 petites choses qu'il faut qu'on mette en place dans pas trop longtemps, parce que on va avoir un effet de boomerang dans les années à venir. Je verrai des exemples concrets juste après. On les garde pour après, mais on avance un tout petit peu après. OK. Et l'exemple justement concret que je voulais vous amener, c'est en fait, demain se prépare dès aujourd'hui. J'ai cet exemple hyper concret de la maison Tétinger. Donc tout le monde connaît la maison Tétinger, c'est du champagne. Vous voyez à gauche, en 2015, Monsieur Tétinger qui travaille avec Monsieur Évremont en Angleterre. Donc pourquoi? Tout simplement parce que dérèglement climatique. Et donc la Champagne telle qu'on la connaît aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Mais le temps de la vigne et le temps de la nature est un temps long. Donc si vous voulez planter des vignes, s'assurer qu'elles prennent comme il faut un petit peu l'anticiper. Donc c'est vraiment l'exemple concret de OK, il y a le PNL aujourd'hui, tout de suite, maintenant, et demain, mon budget, mais il y a aussi des choses qui s'anticipent, et ça, c'est un exemple concret. Donc ça, 2015, il commence à planter des pieds de vigne dans la banlieue de Londres, et 2025, donc cette année, c'est la première cuvée du château Évremont, vous pourrez regarder sur Internet, et qui sort maintenant, 10 ans après. Donc vous voyez qu'ils ont quand même pas mal anticipé. Et ça, ça va se bonifier, et ils auront donc vous pouvez l'acheter, c'est quand même assez cher, 55 pounds. Mais ça vaut le coup. C'est bon pour tout le monde? Vous voyez un peu le prisme dans lequel on s'inscrit. OK. Et pour terminer sur cet exemple de ce qui se dessine, il y a donc là des exemples concrets avec, je vous ai montré le champagne Tétinger, puis il y a d'autres choses, on les regarde, mais on ne les voit pas vraiment. Donc il y a un exemple tout bête. À votre avis, qu'est-ce que c'est ça? C'est une pyramide des âges. Bon, ouais. De qui? De la France. Quand? En 2025. Donc c'est notre pyramide des âges aujourd'hui. Okay. Ça, c'est qui? C'est le Japon en 2050. Donc c'est projection. Vous voyez qu'il y a une petite différence de forme de la pyramide. Et donc on vous a rajouté donc la pyramide qui est à droite, j'ai superposé à celle de la pyramide française, et vous voyez ce qui se passe avec cette ligne rouge au milieu qui est des plus de 65 ans. Donc vous voyez qu'il va y avoir évidemment un élargissement des épaules et donc un vieillissement de la population qui est certain, mais pour le coup qui est certain, qui est planifié, qu'on voit d'ores et déjà venir, qu'on voit déjà arriver. Il y a eu des manchettes de journaux qui ont montré que dans les pays de l'OCDE, cette année, pour la première fois, la population active des pays de l'OCDE régressait. On a eu un drop au niveau du taux de natalité en France qui est passé de, vous savez que c'est 2,1 le taux
fécondité pour assurer le renouvellement des générations, on était à 1,9, on est passé directement à 1,6. En fait, on est là où les scientifiques nous projetaient dans 10 ans, mais on y est déjà. Donc en fait, ça va plus vite que prévu. C'est comme le réchauffement climatique, ça va plus vite que prévu. Okay, mais on l'a également d'un point de vue social. Donc j'ai fait exprès de montrer une donnée sociale et pas forcément environnementale. Mais voilà. Mais donc ça c'est un signal plus que faible. Hein. Enfin, c'est un vrai signal. Et donc il suffit de regarder qu'est-ce qui se passe au Japon. Au Japon, il y a des quartiers entiers qui s'équipent pour parler aux seniors. Donc vous voyez une personne qui est en train de lire et en fait ils mettent des loupes pour que les personnes voient mieux les prix. Les escalators dans certains shopping malls au Japon ont vu leur vitesse diminuer de 20%. Si vous êtes une personne très âgée et que vous voulez choper, vous tombez, c'est ce qui est le plus grave pour une personne très âgée. Donc vous avez pas mal de choses comme ça qui se mettent en place. Ça pose des questions au niveau du soin. Donc là, vous avez un petit robot qui existe. Hein, c'est une start-up au Japon qui est en train de bosser là-dessus, qui va aider dans les EHPAD le personnel soignant. Donc il fait plein d'actions. Il peut aider à changer les chaussettes, amener des plateaux, etc., etc. Et donc ça, parce qu'il y a un déficit de soins. Quand vous voyez que ce qui se passe déjà chez nous, en fait, vous vous dites, bah, tiens, il y a peut-être des choses à anticiper, à regarder, et dont on pourrait s'inspirer pour demain. Donc en parlant d'innovation, etc. Okay, et puis plus globalement, ça pose des questions sur notre système de santé. Est-il viable tel qu'il est aujourd'hui ? Et après, on peut s'adapter, on peut innover. Il y a des opportunités également. Donc là, pour ceux qui sont dans le monde des voitures, vous voyez que Honda est en train de faire une voiture autonome. Donc ça, c'est de la réalité. Hein. C'est pas en 2050, c'est aujourd'hui. Mais donc, vous pouvez projeter ce qui peut se passer demain. Donc, voiture autonome qui obéit qu'à la voie pour les personnes âgées. Quand on travaille avec des acteurs du tourisme, ils se disent, bah, en fait, aujourd'hui, un des gros déficits en termes de tourisme, c'est qu'à partir d'un certain âge, les gens ne conduisent plus. À partir du moment où vous avez une voiture autonome, bah, c'est plus un sujet. Donc, du coup, vous pouvez de nouveau voyager, etc., etc., etc. Donc, et enfin, bah, vous avez vu que sur la pyramide d'avant, il y avait le bas de pyramide, c'est-à-dire les plus jeunes, où il y en aura de moins en moins. Et donc, la guerre des talents, elle va être là. Donc là, en ce moment, on est sur du très court terme en se disant, tiens, les employeurs sont en train de reprendre la main parce qu'on est en mode crise économique, incertitude économique et tout. Mais en fait, la vérité dans plusieurs années, c'est que non, c'est pas ça. La vérité, c'est qu'une pyramide des âges qui est en train de se raccourcir, de se rétrécir à la base. Et donc, au Japon, en ce moment, par exemple à Tokyo, ils ont fait des semaines de 4 jours, en fait, pour générer plus d'emplois, en fait. Vous avez des entreprises qui vont également séduire les parents en disant ben, votre enfant est à l'université. Et donc, dans les régions, vous savez, tout l'archipel du Japon, dans certaines régions, une des grandes hantises, c'est nous, on va être vieux, qui va s'occuper de nous ? On aimerait bien que nos enfants travaillent pas loin de chez nous. Et donc, les entreprises, les PME locales, vont voir les enfants dans les universités locales. Ils vont faire du gringe aux parents en leur disant venez voir chez nous, c'est vachement bien, etc., etc. Et en plus, vous savez, ils seront à côté de chez vous, ils pourront vous rendre visite plus souvent. Donc en fait, donc réalité d'action. On parle souvent d'employer branding, et là ils sont jusqu'au bout de l'employer branding. Voilà ce que certaines entreprises japonaises font d'ores et déjà. Okay, donc là, c'était juste pour planter le décor en se disant voilà, il y a déjà plein de choses qui se passent, il faut juste un moment se poser et les regarder. Donc, quand on a la chance d'être dans certains grands groupes, ben, on peut prendre ce temps-là. Quand on est dans parce qu'il y a des cellules prospectives, quand on ne l'est pas, dans des ETI, etc. En fait, il faut prendre ce temps-là. Il faut un peu de temps en temps forcer les CODIR, ou en tout cas leur proposer de rentrer dans ce type de démarche. Ok. Bon, ben, nous, on s'est lancé là-dedans. C'était quoi le point de départ ? On a accompagné Diptyque sur la CSRD. Et donc, on a commencé par une double matérialité. Et après, vous, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller plus loin que la double matérialité et après de travailler sur ce séminaire ? Alors, en effet, le point de départ de toute cette réflexion, c'était la matrice de double matérialité. Cette matrice, elle nous a vraiment permis de formaliser et d'écrire sur papier tous les risques réels, mais aussi potentiels, et les opportunités associées de notre business model. Mais, et concrètement, il n'y a rien de très surprenant qui est sorti de cet exercice-là. Cependant, ça nous a quand même permis d'avoir conscience de manière peut-être plus prononcée de certains risques. Ça a aussi confirmé le fait que le corps de notre business model, il était assez robuste, mais qu'on avait quand même certains points de vulnérabilité
sur la chaîne de valeur, notamment en amont ou en aval, parce que c'est des parties qu'on contrôle beaucoup moins, évidemment. Donc, si je vous donne un exemple, nous, on utilise beaucoup d'ingrédients naturels pour mettre dans nos parfums, pour mettre dans nos formules. Bon, comme beaucoup d'autres acteurs, en fait, on est très dépendant de la nature dans un monde qui se réchauffe, où la biodiversité s'effondre et où, en plus, on a le géopolitique qui s'immisce complètement dans l'économique. Donc, nous, on a évidemment... on avait cartographié à peu près tous ces risques-là. On les avait mis dans un plan de rémédiation, mais c'était un plan de rémédiation, on va dire, à court, moyen terme. En fait, notre vision, elle n'a jamais dépassé 2030. Et déjà, on peut se dire que le monde de 2030, ce n'est pas tout à fait le monde de 2025. On voit en 5 ans, avant Covid, après Covid, comment ça peut se passer. Alors, s'il y a quelque chose qui est sûr, c'est que le monde de 2050, il sera forcément très différent du monde de 2030 et encore plus du monde d'aujourd'hui. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là que Laurence, notre CEO qui a repris les rênes il y a à peu près 1 an et qui est la 3e génération à diriger cette jolie maison, a voulu en fait ouvrir la réflexion sur du très long terme, un horizon 2050, avec une volonté très claire de travailler sur la résilience du business model pour préparer l'entreprise à adapter ses activités et qu'elle soit prête pour les défis du monde de demain. Il y a un philosophe qui s'appelle Maurice Blondel qui a dit l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Voilà, c'est une réflexion qui nous a beaucoup inspiré et c'est un peu dans cet esprit-là que nous on s'est dit finalement il faut qu'on commence à travailler dès maintenant pour un horizon très lointain. La volonté de notre CEO, et ça je pense que c'est important de le rappeler, c'était pas de faire de l'innovation produit qui était une innovation de notre business model actuel. C'était pas ça. L'idée, c'était vraiment d'être capable d'imaginer, d'anticiper et de saisir des opportunités liées à notre business model pour réduire les risques, mais pourquoi pas en envisageant aussi des pivots sur la chaîne de valeur amont ou aval. L'idée, c'était vraiment d'avoir des opportunités de transformation de notre modèle d'affaires pour que on puisse préparer au maximum l'entreprise dans une logique de résilience à relever les défis de demain, que ce soit des défis environnementaux, mais aussi sociaux, sociétaux, économiques, technologiques. Voilà, c'était vraiment une réflexion de long terme. Donc c'est pour ça qu'on est allé voir Hatch et on s'est dit qu'on allait faire un atelier en invitant exclusivement le COMEX pour justement commencer à les faire réfléchir sur des grandes orientations possibles de notre business model. Ouais. Donc on est parti pour faire le lien avec la double mat, avec la CSRD, de la double mat, de cette double mat. Donc c'est pas celle de diptyque, donc vous pouvez. Mais en fait, après tu m'as dit qu'on aurait pu la mettre parce qu'elle est dans ton rapport d'impact. Donc ça c'est une double mat fictive, mais on est allé piocher dedans pas que les enjeux matériels dans le rouge, parce qu'en fait dans le rouge finalement, si on suit la CSRD, c'est à horizon 3, 5, 10 ans, et qu'en fait on pouvait aller plus loin. Donc on est allé piocher dans du orange également, en se disant tiens, là il y a des signaux faibles, peut-être qu'il faut qu'on les projette un peu plus loin. Et donc on a regroupé ça en 5 grands thèmes majeurs. Et ces 5 grands thèmes, en fait, on les a stress testés. Donc comment on les a stress testés? On a fait ça. Donc on a imaginé un petit cadran avec 2 axes, très simples. Un axe sur le chaos sur l'environnement, tout simplement. Pardon. Donc, est-ce que ça va être le chaos total environnemental ou est-ce qu'on arrive à s'adapter? Et je ne dis pas qu'on arrive à réparer, hein, on n'en est pas là, malheureusement. Et puis l'axe horizontal, c'est un axe social. Donc, est-ce qu'il y a une détérioration de la cohésion sociale ou est-ce qu'on arrive à aller vers la coopération, de l'acceptance? Donc, il n'y a pas forcément de la coopération, mais en tout cas une acceptance sociale. Donc, en fait, ça vous fait tout simplement 4 cadrans. Et ces 4 cadrans-là, en fait, on a créé 4 scénarios.
Et ces 4 scénarios-là, on les a après, en fait, on a fait du storytelling derrière. Et tout l'enjeu pour nous, c'était d'aider le comité de direction, le COMEX, à se décadrer justement. Et donc on aurait pu mettre 2100, 2200, 2500, enfin peu importe. Mais l'idée, c'était de se dire pas là, pas 2030. 2030, c'est presque, on y est déjà, quoi. Et donc c'est de se dire non, il faut qu'on vous aide à réfléchir hors cadre. Sortez du mais non, ça c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Non, on est loin, donc ça peut peut-être arriver. Et donc on a créé ces scénarios-là. Un point qui est notable, c'est que ces scénarios, comme vous pouvez le voir, ne sont pas les scénarios de l'ADEME. J'insiste dessus. Les scénarios de l'ADEME, c'est on y arrive via 4 moyens différents. Là, nous, on est beaucoup plus noir, désolé. C'est en fait, globalement, on ne va pas y arriver. En tout cas, pas tout de suite. Il y en a un où on y arrive, c'est celui qui s'appelle le changement radical, mais ça veut dire changer radicalement. Mais après, à quel coût? Vous voyez qu'on l'a positionné à gauche avec une détérioration de la cohésion sociale. Donc ça veut dire que là, limite, vous êtes fiché comme vous pouvez l'être en Chine, où vous avez un compteur ou un crédit carbone. Et en fait, à chaque fois que vous faites des achats, ça décompte votre crédit carbone. Dès que vous prenez le billet d'avion, hop, ça vous décompte votre crédit carbone, etc., etc. Signal faible, ça existe déjà en Chine, pas pour le cas de la partie carbone, mais sur des points de civisme. Et ça existe déjà, en fait. Donc, avec la surveillance de masse et tout qui passe par nos téléphones, on sait exactement ce que vous faites. Donc voilà, vous voyez, ça, c'est un changement qui est un petit peu jusqu'au boutiste. Et ce qu'on a fait pour aider le COMEX à décadrer, c'est qu'on a demandé à un ex-rédac-chef d'un magazine prospectiviste de nous écrire des scénettes sur ces scénarios-là. Donc, on a envoyé au COMEX quelques jours avant notre séminaire. Et au total, donc on les a emmenés dans des petites short stories qui, au total, ça se lisait en une demi-heure, 3/4 d'heure, non, c'est ça? Ouais. Et donc, l'idée, c'était de leur faire toucher du doigt et de leur montrer à quoi pourrait ressembler chacun de ces scénarios-là. Donc, il y en a un, par exemple, alors celui-là, il est un peu barbare, mais l'acte final, tout fout le camp. Mais donc, à chaque fois, on a pris la même cellule familiale, donc un couple avec 2 enfants, et puis on les a fait virevolter dans les 4 cadrans. Et donc dans celui du en bas à gauche, l'ado il rentre avec ses copains et tout, et puis le premier truc qu'ils font, c'est ils déposent leur cartable et puis surtout le gilet pare-balles signé Ralph Lauren, parce qu'en fait c'est hyper dangereux de sortir dans la rue. Donc voilà. Bon, on est dans Black Mirror, on est dans ce que vous voulez, mais en fait l'idée, vous voyez, c'est d'aider les comités de direction à se décadrer. Ça avait pas mal plu, je crois, ça, non? Alors ça, oui, ça fait très clairement partie des facteurs clés de succès, si je puis dire, de ce séminaire-là, parce que ça a vraiment aidé à se projeter dans un potentiel monde de 2050. Donc on leur avait demandé la veille de relire les nouvelles pour les avoir bien en tête. Et en fait, quand on a fait le séminaire le jour J et qu'on leur parlait d'un des mondes potentiels, on pouvait faire référence facilement à des détails d'une des nouvelles, par exemple le gilet Ralph Lauren. Et donc ils arrivaient vraiment à se projeter dans ce monde-là, un peu comme dans une série. Donc ça avait vraiment apporté quelque chose en plus de faire ça. Donc après, une fois qu'on a fait ça, en fait, il y a un vrai travail de préparation des gens, parce qu'en fait, vous ne faites pas ce type d'exercice tous les jours. Donc c'est hyper dur de se dire à quoi ça va ressembler demain, etc. Donc l'idée, c'était effectivement de les préparer, d'atterrir et de le faire en amont pour les, entre guillemets, les conditionner un petit peu pour le jour du séminaire. Ce qu'on a pu faire, c'est que, je vous disais, alors je reviens juste en arrière, on avait 5 thèmes majeurs qui ont été priorisés. Donc on était allé chercher les thématiques et on les avait fait valider par toi et puis après par le COMEX pour se dire voilà les 5 grands thèmes sur lesquels on a envie de bosser. Sur ces 5 grands thèmes, en fait, on les a positionnés au milieu et on s'est dit bah, tiens, telle thématique dans le changement radical, ça donnerait quoi? Qu'est-ce qui se passe? En plus, vous prenez la même thématique et vous la faites passer cadran par cadran. Et vous forcez, vous stress-testez, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, par exemple, tiens, dans le changement radical, on y arrive, mais donc est-ce qu'on a des taxes carbone de folie aux frontières européennes? Et donc, du coup, ça implique quoi sur votre matière première? Vous voyez? Et en bas à gauche, tiens, tout fout le camp. Donc, en fait, si tout fout le camp, est-ce que j'ai de la matière première, tout simplement?
Et si j'en ai, est-ce qu'elle arrive jusqu'à nous? Parce qu'en fait, tous les bateaux, sont l'objet d'attaques près du canal de Suez, etc., etc., etc. En fait, on va vraiment jusqu'au bout, quoi. Donc, et ce qui est intéressant, c'est de se dire que, ok, personne autour de ici, et personne n'a de boule de cristal et ne sait ce qui va vraiment advenir. Mais par contre, si vous voyez qu'un des thèmes majeurs que vous avez sélectionné, quel que soit le scénario, vous êtes en difficulté, c'est que de toutes les façons, vous êtes mal barré. C'est que vous avez une problématique dans votre modèle d'affaires, ou dans l'amont, dans l'aval. En tout cas, il y a un pain point quelque part. Il y a quelque chose à réfléchir, à sécuriser. Donc, voilà. Donc nous, à chaque fois, ce qu'on a essayé de faire, c'est dans chacun de ces scénarios, on prenait une thématique et on se disait, voilà, comment sera votre production? Est-ce que j'ai de la matière première? Comment est-ce que je peux assurer mes approvisionnements? Deuxième grande question, évidemment, c'est comment je distribue. Est-ce que j'ai des canaux de distribution qui vont plus fonctionner que d'autres? Est-ce que je pourrais toujours faire de la même façon, que ce soit produit ou service? À quoi ressemble l'organisation? Comment vous devez vous rééquiper? Est-ce qu'il y a des choses à anticiper? Quel métier, quelle formation, etc. Et bien évidemment, vos clients, que ce soit consommateur final ou B2B, comment ça va se passer dans ces différents univers-là. Donc vous répondez à ces questions-là dans chacun des 4 cadrans. Ça fait quand même pas mal de solutions. C'est pour ça qu'on a voulu vraiment se limiter à 5 thématiques seulement, parce que c'est déjà 5 fois 4 fois toutes ces questions, ça commence à faire beaucoup de choses. Et ce que vous nous avez demandé, c'est de dire non, on ne veut pas que ce soit une grosse session de brainstorm, mais que vous apportiez des solutions, quoi. Ouais, exactement. Le sujet, c'est on mobilisait quand même le COMEX pendant une journée entière. Et vraiment, ce que voulait pas la direction, c'était une session de brainstorming où on sort plein d'idées et puis à la fin, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, on n'a pas fait ça, évidemment. Notre objectif, c'était de présenter au COMEX une liste d'idées. Donc, on avait travaillé avec Hatch en amont, je vais y revenir, et de leur faire évaluer toutes ces idées-là, avec pour ambition d'arriver à la fin de la journée à juste 4-5 idées maximum, mais qui soient déjà ultra structurées, très définies, où on est déjà, je vais revenir un peu sur une grille d'évaluation, mais qu'on soit capable d'évaluer si c'est cohérent par rapport à notre ADN, etc. Et c'était vraiment ça l'objectif de ce COMEX. Donc pour faire ça, on a demandé à Hatch de nous travailler en amont par thématique, à peu près une dizaine d'idées. Et après, on s'est revus pour essayer de diminuer cette dizaine d'idées, parce qu'on ne pouvait pas présenter autant d'idées au COMEX, à 4 par thématique. Donc en fait, à la fin, on avait une idée pour chacun des cadrans de chacune des thématiques. Et c'est avec ça qu'on est arrivé de manière très concrète le jour du séminaire. Ouais. Et donc en fait, nous, pour faire ça, on a fait évidemment un brainstorm interne, beaucoup de recherches sur, tiens, dans tel cadran, sur telle thématique. Alors je vais devenir concret après, parce que tel cadran, telle thématique. Je vais vous montrer un exemple sur une autre industrie après. Et donc nous, on a fait un brainstorm. On a fait un deuxième brainstorm où on a essayé d'impliquer. Alors vous savez que nous, on est à la Climate House à Paris, donc on a un écosystème de dingue qui est assez génial. Et donc on a fait venir des gens qui étaient spécialistes de l'IA, des gens qui étaient spécialistes de la biodiversité, etc., pour apporter un regard d'expert, mais complètement différent de nous, consultants généralistes RSE. Donc ça nous a fait une V2 de plein d'idées. Et puis on a fait un petit screening derrière. Puis après, on s'est posé avec l'équipe de Pauline. Et donc là, ensemble, on a rebrainstormé, on a repimpé les idées, etc. Puis on les a, de nouveau, on a essayé de se dire, bon, maintenant, sur la centaine d'idées, lesquelles on garde. Et une fois qu'on a fait un petit travail aussi avec la direction générale, et puis sur les idées qui restaient, côté Hatch, nous, on est allé chercher tous les signaux faibles. En fait, il y a 2 éléments très structurants et très forts en fait, dans la prospective comme ça. Le premier, c'est emmener loin, mais donc préparer votre auditoire à partir loin. Donc c'est les scénarios dont je vous ai parlé, etc. Et la deuxième chose, si vous ne voulez pas que ce soit planète Mars et que ça retombe comme un soufflé, c'est genre on a passé une super journée, c'était marrant, hein, le truc de science-fiction et tout. Non, si vous voulez toucher n'importe quel public, après, c'est de leur montrer les signaux faibles. Vous pensez que c'est planète Mars, mais en fait, non, c'est pas de la science-fiction, c'est déjà en train d'arriver.
Donc les exemples que je vous ai montrés auparavant, typiquement la projection sur la population, la pyramide des âges japonaise, en leur montrant, regardez déjà ce qu'ils font au Japon. Regardez, ils n'en sont pas encore à cette pyramide des âges. Mais regardez ce qui se passe déjà dans certains quartiers japonais. Regardez ce que les entreprises font pour attirer les jeunes talents, etc. C'est déjà en train d'arriver. Donc c'est une réalité. Donc cette réalité-là, elle va nous rattraper. Donc après, c'est juste à quelle vitesse elle va nous rattraper. Et donc vous, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous êtes en train de vous dire, si je parle de employer branding, là, on reprend le pouvoir parce que le marché de l'emploi, il est favorable à l'employeur, ou est-ce que quand même, je me dis, non, si je vois un peu plus loin, non, je travaille ma marque employeur, je travaille le management, ma façon de manager, parce que la nouvelle génération, vous ne la managez pas comme les vieux cotons comme moi, etc., etc., etc. Ouais, c'est bon. Ouais. Okay. Donc le jour J, on a expliqué un peu tous ces scénarios. Et puis voilà, et puis on a essayé de sortir le COMEX de son cadre. Comment ça s'est passé alors c'était une journée qui était très très dense, très intense. Chaque idée en fait qu'on présentait générait beaucoup de discussions, était super challengée. C'était exactement le but, donc c'était très bien. Il y a eu énormément de argumentation sur chacune des idées. On a eu, et ça c'était intéressant, à un moment, des projets qui étaient déjà dans le pipe chez nous, qui sont revenus se plugger à ces discussions et donc qui ont pu être enrichis avec ce qu'on se disait et qui ont pu, elles aussi, être réorientées dans une prospective de plus long terme. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, on a aussi eu des idées nouvelles. Donc, on ne voulait pas faire un brainstorming, mais on a eu quand même une ou deux idées qui sont arrivées et qui ont été d'ailleurs retenues pour la dernière session. Juste pour illustrer, pour le rendre concret, justement, je prends un cas de BYD. Bon, tout le monde connaît BYD, c'est les voitures chinoises. Et en fait, si vous faisiez l'exercice tel qu'on a pu le faire avec Diptyque, c'est de se dire, bah tiens, eux, BYD, c'est les champions de l'électrique. Donc si on faisait l'exercice fictif, on se dirait, bah tiens, dans un des cadrans, quand vous faites le tour du cadran, vous avez forcément une problématique par rapport au lithium, qui est quand même dans les moteurs électriques un des composants, aujourd'hui en tout cas, phare. Donc quand vous regardez ce qui s'est passé, donc là, je fais de la post-rationalisation, hein, mais c'est intéressant de le voir. Imaginez qu'ils ont fait cet exercice-là il y a quelques années. Ils sont arrivés sur le fait que juste le lithium, c'est quand même la denrée rare, plus qu'est-ce qui se passe au niveau du cours du lithium. Vous voyez que le cours du lithium, c'est le graphique que vous voyez, il a fait le yo-yo. Donc si moi je suis DAF et que je dois prévoir des investissements long terme, je prends quelles hypothèses? Donc je dois en prendre plusieurs parce que ça n'arrête pas de faire le yo-yo. Mais surtout, c'est une problématique financière, c'est une problématique d'appro, tout simplement, de continuité du business. Est-ce que si j'ai pas de lithium, comment je fais? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et en fait, ils ont fait des partenariats. Donc, en janvier 2024 et en mai 2024, ils ont continué en 2025, etc., etc. Mais en fait, ils ont signé des deals pour verticaliser leur chaîne de valeur. En fait, ils ont des deals avec des startups qui travaillent sur des nouveaux procédés de lithium. Et ils sont même allés jusqu'à prendre des parts dans des mines de lithium. Donc, par exemple, au Brésil, ils ont pris le contrôle d'une mine dans le nord du Brésil et ils ont une de leurs usines. Ils ont implanté une usine là-bas, pas très loin. Comme ça, hop, je sors le lithium, zou, ça va dans mon usine qui est à côté. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont carrément verticalisé le modèle. C'est que là, ils sont propriétaires de mines, quoi. Donc, ça va très loin, hein. Mais ça se planifie. Le temps de l'industrie, c'est comme le temps de la nature. Vous ne montez pas une usine comme ça en 2 ans. Ça se planifie, ça s'anticipe. Et donc, pour pouvoir l'anticiper, il faut un peu réfléchir un peu en mode prospective comme ça. Et juste la deuxième chose sur la mégatrend, parce qu'on en parle beaucoup de risques et d'adaptation, mais il peut y avoir des opportunités. Et donc, évidemment, quand vous parlez bagnole, vous parlez voiture autonome, etc., etc. Et il y a aussi une grosse opportunité, rien à voir avec la RSE pour le coup, mais c'est juste une opportunité business qui est de se dire, en fait, avec le développement de l'IA et des applications, il y a une grosse manne potentielle à venir sur, en fait, sur toutes les applications qui vont être embarquées dans les voitures. Et vous aviez même Stellantis. Alors, je parle avec des pincettes de Stellantis parce que là,
Feu Carlos Tavares. Avant, je le sortais tout le temps. Mais il avait mis dans son plan à 2030 que 30% de son business model pourrait venir de la vente de logiciels embarqués sur les voitures. Donc, je suis un pur player de la voiture. 100% de mes revenus, quasiment, c'est de vendre des voitures. Et là, tout d'un coup, je me dis que tiens, je pivote et j'ai 20 à 30% de mon modèle d'affaires qui va venir d'une nouvelle source qui est la vente des logiciels. Parce que quand vous êtes aux États-Unis, avoir l'application directe, super top, qui je ne sais pas ce qu'elle fait l'application, mais en tout cas, il y a plein d'applications. Et ben en fait, vous l'achetez et donc, de nouveau, c'est une source de revenus supplémentaires. Et donc, il peut y avoir des pivots comme ça. Alors, pour tous ceux qui sont acteurs de la RSE, vous allez dire, mais vous êtes un vendu, vous parlez que business et tout. Et en fait, le truc, c'est de dire, ce qu'il faut quand vous faites cet exercice-là, c'est pas de dire, et il faut arrêter de dire, en tout cas, c'est nous ce qu'on prône chez Hatch, il y a le business et il y a la RSE. Non, on a une réflexion globale qui va amener des sujets RSE, des sujets business, et on mélange le tout. Et en fait, les sujets de durabilité, de pérennité, c'est des sujets éminemment business. Et si on veut plus que la business, alors Dieu sait qu'on est en train de se prendre le backlash là, cette année, si on veut pas que ce soit le truc d'à côté du business, il faut raisonner dans sa globalité. Donc ce type d'exercice, surtout, n'en faites pas un sujet que RSE, c'est un sujet de continuité du business et de pérennité du business. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Donc ça, c'était en février. Ah non, on a parlé de scoring aussi. Tu as parlé de scoring. On a fait un petit scoring. C'était juste pour objectiver un peu tout ça. Non, le scoring, pour le coup, c'était vraiment important. Et c'est venu pendant une discussion de préparation qu'on avait avec la CEO et son adjoint et Hatch, où en fait, on arrivait avec des idées, on voulait les prioriser et on voulait les faire évaluer par le comité exécutif. Donc, on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour que, en fait, on ait une évaluation la plus objective possible, en enlevant les biais d'affinité de certains sujets par rapport à un membre du COMEX. Et donc, c'est là qu'on est arrivé avec cette idée de grille d'évaluation. De mémoire, on avait 5 critères qui rentraient dans cette grille d'évaluation. Le premier, c'était est-ce que ce projet apporte de la valeur ajoutée à l'entreprise. On avait fait exprès, on a eu cette discussion. Au début, c'était est-ce que c'est un projet qui apporte du business. Et en fait, on s'est dit non, c'est trop réducteur, surtout dans un monde à 2050. Donc, on a vraiment voulu que ce soit valeur ajoutée. Donc ça, c'était un aspect qu'on a beaucoup regardé. On a aussi regardé s'il y avait une cohérence par rapport à l'ADN de la maison. Et ça, justement, il y a beaucoup de projets qui ont été mis de côté parce que pas dans l'ADN de Diptyque. Il y avait un des critères sur est-ce que c'est un projet qui apporte un impact positif d'un point de vue environnemental ou social, parce que évidemment, c'est crucial. Et puis aussi, on avait un aspect qui mesurait la faisabilité ou la technicité du projet. Est-ce que c'était facile à mettre en place, pas facile à mettre en place? Et enfin, on a quand même voulu le mesurer, mais on l'a enlevé à la fin. À quel point ce projet est disruptif par rapport à notre modèle d'affaires actuel? Donc voilà. Donc ça, c'est les 5 critères qu'on a voulu évaluer. Et on a demandé au COMEX à la fin de la session de les noter. Et donc, il est ressorti de manière tout de suite 5 projets majeurs qui sont les grands gagnants de ce séminaire et sur lesquels on travaille maintenant. Là. Ouais, c'était ma question après. C'était en février de cette année. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parce que souvent on se dit 2050 c'est tellement loin que... Mais concrètement, est-ce que vous avez atterri? Est-ce que vous avez mis en place des choses? Ou est-ce que vous êtes sur le point de mettre en place des choses? Parce qu'il faut le temps de mûrir ces sujets-là. C'est ça. Vraiment, février, c'était hier en fait pour moi. Donc décidément le temps passe très vite. On a sur un sujet qui est vraiment très majeur, très stratégique et très complexe, on a travaillé avec mon équipe surtout pour essayer de dégrossir le trait. Donc, on a collecté des informations, de la data, etc. On se revoit avec le COMEX le 20 octobre prochain, où je dois leur présenter, les 5 grands gagnants de ce séminaire, leur donner
une timeline estimative avec déjà, l'idée c'est qu'on puisse s'aligner sur un plan d'action au moins moyen ou court terme et leur présenter les premiers résultats d'investigation qu'on a eus sur le sujet stratégique. Je suis désolée, je ne peux pas être plus précise que ça parce que c'est un peu confidentiel. Mais voilà, donc on va se voir à ce moment-là et c'est là où on va lancer les projets, je pense, un peu en séquencé parce qu'on ne peut pas faire tout en même temps. Et ça rejoint ce que tu disais, Mine, il y a des projets où typiquement, ce ne sera pas du tout la RSE en honneur de ce projet. Ce n'est pas des projets RSE qu'on lance en fait. C'est vraiment des projets d'entreprise. Donc il y en a un, ce sera la directrice de marque. L'autre, ce sera la directrice des ressources humaines. Et il y en a un, en effet, plutôt côté RSE. Mais voilà, et c'est ça l'intérêt de l'exercice. Ce que je trouve assez canon, c'est que c'est, en fait, finalement, venant de la RSE, de reprendre toute sa place, d'être une RSE stratégique et de se dire, en fait, on est là pour questionner la pérennité du modèle d'affaires. Et donc, ce faisant, on questionne tout ce qui se passe autour de l'entreprise. Et là, après, ça infuse. Et du coup, c'est plus le sujet de la RSE à côté. C'est en fait toutes les grandes fonctions s'en emparent et mettent ça en mouvement. Donc, nous, on l'a utilisé dans pas mal, là, tout récemment, pas mal d'entreprises. Là, vous en voyez 3, dont Diptyque. Mais à chaque fois, c'est des réflexions avec des comités de direction pour leur faire prendre conscience d'eux. Donc, c'est à chaque fois des séminaires d'une journée. C'est quand même assez engageant. Et c'est pas juste une journée. Il y a de la préparation en amont, évidemment, et tout ça. Et donc, Diptyque, là, on a le retour de Pauline. Unicalo, on a vraiment fusionné la stratégie business avec la stratégie RSE. On a une seule feuille de route et on est en train d'aider à la déployer. Parce qu'en fait, il n'y a plus lieu d'avoir 2 feuilles de route différentes, quoi. Donc ça, c'est le Graal quand vous arrivez à faire ça aussi. C'est très sympa. Je terminerai sur 2 choses avant de vous laisser la parole. Donc déjà, évidemment, n'oubliez pas le super rapport d'impact de Pauline, qui est vraiment sympa parce qu'ils font vraiment des choses vraiment, vraiment sympas. Et puis pour conclure, t'as pensé quoi de nous et de comment ça s'est passé avec nous et tout? C'est la deuxième minute pub de Hatch. Alors, de manière très honnête, j'ai eu beaucoup de feedback positif suite au séminaire. Franchement, c'était un challenge d'occuper le COMEX qui a quand même pas mal de choses à faire pendant toute une journée. Donc, j'étais un peu stressée, mais les commentaires étaient vraiment, vraiment positifs. L'accompagnement, enfin le jour J, alors c'était très dense. Il faut vraiment imaginer qu'on a travaillé pendant 7 heures. Heureusement, on avait Mine et son dynamisme et aussi son sens de l'humour. Et mes blagounettes. Qui a osé pas mal de blagues, je dois le dire. Non, mais en tout cas, c'était vraiment, une journée à la fois riche et en même temps une bonne journée pour tout le monde. Le COMEX était vraiment très content aussi de pouvoir prendre un peu de hauteur et de réfléchir à plus long terme. C'est pas un exercice qu'ils font en réfléchissant aussi loin. Après, moi, à titre personnel, j'ai trouvé que toute la phase de préparation en amont était vraiment hyper intéressante. On a beaucoup échangé avec les équipes de Hatch. Nous, on trouvait ça... c'était quand même hyper intense et hyper difficile de réussir à penser hors cadre. Parce que quand on fait des brainstorming, on revient toujours un peu sur les mêmes idées, sur des idées souvent qui sont des idées d'innovation produit. Mais là, non, il fallait sortir du business model. Donc, on était vraiment bien accompagnés par Hatch qui nous... ça a un peu aidé à reformater notre cerveau en nous donnant plein d'exemples hyper concrets. Les scénarios écrits, c'était vraiment un plus. Et peut-être juste après coup, je conclurai comme ça. Je pense que c'est vraiment un exercice qui est très complémentaire à la matrice de double matérialité. Matrice de double matérialité, c'est très analytique. Cet exercice qu'on a fait après, c'est plus créatif, c'est plus prospectif. Et c'est beaucoup plus stratégique. Et en plus, quand on fait ça avec un COMEX qui a les manettes, c'est vraiment très puissant. Top, merci beaucoup. Alors, je ne pouvais pas faire mieux comme pub. Je suis pas payée pour ça. Ouais, non, mais merci beaucoup. On a juste le temps de faire quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vas-y, sinon, dis-le. 2 questions. La première, je suppose que vous êtes vendu au BHV.
Donc, comment vous réagissez par rapport au fait que Shine va intégrer le BHV et que Je sais pas si vous ça avez concerne vraiment ce une sujet-là, notion mais de bon. cohérence par rapport à l'ADN de la maison. Ouais. Et la deuxième question, est-ce que vous envisagez qu'à terme, par exemple, le responsable RSE et responsable financier, ce soit le même poste, vu que l'objectif est que la stratégie RSE soit intégrée dans la stratégie globale finalement de la structure? C'est pas des questions pièges. Ouais, la première question, je suis désolée, je ne vais pas y répondre parce que ce n'est pas vraiment l'objet d'aujourd'hui. Et puis, voilà, je pense que ce n'est pas vraiment à moi de répondre forcément. En revanche, pour la deuxième question, je ne sais pas si c'est un poste de financier et de RSE qu'il faudrait fusionner. Pour moi, la finance, c'est qu'un aspect du business. Pour moi, en fait, demain, la RSE, elle doit être intégrée dans tous les départements tout court. Donc, en fait, c'est presque mon poste qui doit disparaître. Voilà, pour moi, ça sera quand on sera suffisamment mature sur ce sujet, il n'y aura plus besoin de direction RSE. C'est plutôt ça. Une autre question ? Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Je me questionnais sur la gouvernance des 5 projets que vous avez mis en place. Est-ce que c'est une gouvernance spécifique avec un pilotage des KPI ou est-ce que vous l'avez intégré dans le pilotage de la boîte? Ouais, alors, on l'a pas encore, pour le coup, je ne l'ai pas encore présenté au COMEX, mais en fait, la gouvernance, on va dire, le pilotage de ce sujet-là, pour l'instant, il reste plutôt chez moi et chez Laurence. On en parle beaucoup dans nos one-to-one. Après, les projets eux-mêmes, il y aura des owners qui ne seront pas la RSE. Comme je disais tout à l'heure, il y a un projet, ce sera très clairement l'équipe brand ou l'équipe ressources humaines. Donc c'est là où moi je resterai quelque part, mais plutôt en organe consultatif qu'en leader de projet. Ils ont applaudi à côté, on prend une dernière question et après on sera dans le couloir. Oui, bonjour. J'ai juste une question concernant l'exécution de la mission. Est-ce que vous avez utilisé l'IA dans le cadre de cette mission et comment, si c'est le cas? Ouais, c'est pour moi ça. Bien sûr qu'on a utilisé l'IA, bien sûr. En fait, il faut sortir des bons prompts pour essayer de challenger et d'aider et de se faire accompagner par la machine, par ChatGPT ou autre. Mais évidemment, ça ne suffit pas tout seul. Et pour nous, ça a été hyper important, comme je l'expliquais, d'avoir des experts métiers différents. Donc, on a eu une experte IA qui est venue. Donc, elle n'a pas fait le prompt, mais en fait, c'est des gens qui juste pensent différemment que vous. Alors que l'IA va... Bon, moi, si vous lui dites, pense vraiment différemment de moi, mais déjà, elle ne sait pas comment je pense. Mais du coup, on a voulu avoir des profils vraiment différents. C'est toujours la même chose qu'on fait des brainstorms. Vous avez besoin d'avoir des gens qui, eux, ont un référentiel différent, une culture différente, qui ont des projections différentes. Et c'était ça qui est très, très riche. Je trouve, quand vous avez une experte biodiversité qui vous parle beaucoup de biomimétisme et qui vient enrichir votre réflexion, voilà, ça fait... Il y a plein de choses auxquelles elle pense que moi, je ne savais même pas que ça existait, etc. Donc, moi, je préfère ça. Et encore une fois, l'IA doit rester un outil. Mais oui, il faut l'utiliser. Soyons pas... soyons modernes, je vais dire. Mais ça doit rester un outil. C'est bon. De toute façon, on doit conclure. Un grand merci à tout le monde. Merci à Pauline. On espère que cette ligne de crête vous aura plu et été assez concrète.